On est le 27 juin 2018, le stade de Kazan va accueillir un match qui sur le papier s'annonce intéressant. L'Allemagne, championne du monde en titre, affronte la Corée du Sud, déjà éliminée du mondial. Pour se qualifier, elle doit gagner et au vu de son passé, ça devrait être une formalité. 4 ans plus tôt, elle avait humilié le Brésil 7-1 chez lui, avant de terrasser l'Argentine de Messi. Depuis plus d'une décennie, elle a enchaîné les demi-finales, les finales et les trophées, en grande partie grâce à son sélectionneur, Joachim Löw. À la tête de la Mannschaft depuis 12 ans, il a bâti un système solide, un empire considéré comme une machine fiable et ultra efficace. Sauf que ce jour-là, la machine va dérailler. L'Allemagne est inoffensive, amorphe, elle perd 2-0 contre la Corée et sort dès le premier tour. Pour la première fois depuis 1938, la Mannschaft ne dépasse pas la phase de groupe. Le choc est total, les médias ne savent pas quoi dire, les supporters ne savent pas comment réagir, tout le monde cherche une explication alors qu'elle était juste devant eux. Incapable de se renouveler, de se réinventer ou d'évoluer, l'Allemagne s'est peu à peu écroulée, mais l'homme aux commandes, lui, refusait de le voir, car c'est lui qui a construit cet empire, qui l'a regardé s'écrouler avant de disparaître sans essayer de se racheter. Alors pour comprendre Joachim Löw et ce qu'il a construit, il faut remonter à la fin des années 90. Et à cette époque, le football allemand y rentre un peu en crise. Certes, en 96, l'Allemagne remporte l'Euro en Angleterre, mais derrière cette victoire, la plupart des supporters sont assez inquiets. Le jeu est lent, physique et n'a pas évolué depuis les années 70. Pendant que de l'autre côté, des autres nations ont progressé. Que ce soit l'Espagne, la France ou les Pays-Bas, tous commencent à développer leur propre style. L'Allemagne, elle fait un peu du surplace et ça va vite se voir. D'abord en 98, lors de la Coupe du Monde en France, l'Allemagne se retrouve en quart de finale, mais se prend un méchant 3-0 contre la Croatie. Une vraie humiliation pour la Mannschaft à l'époque, et ça va pas être la seule. 2 ans plus tard, lors de l'Euro en Belgique et aux Pays-Bas, elle se retrouve dans un groupe avec le Portugal, la Roumanie et l'Angleterre. Clairement pas évident sur le papier, mais bon, ça reste l'Allemagne quand même. Sauf que dès le premier match, elle se fait surprendre avec un nul contre la Roumanie, puis contre l'Angleterre, elle perd 1-0 sur une tête de Shearer, et subit une nouvelle humiliation avec un 3-0 contre le Portugal, qui avait pourtant mis son équipe B. Les Allemands finissent donc derniers de leur groupe et réalisent la pire performance de la Mannschaft sur un grand tournoi depuis des décennies. Alors forcément, dans un pays où le foot a une place importante, le traumatisme il est immense. Surtout qu'elle est obligée de relever la tête assez rapidement, car quelques jours après, la FIFA vote pour désigner le pays qui accueillera le mondial 2006. Et un peu à la surprise générale, c'est l'Allemagne qui est choisie. Le calcul devient donc rapide brutal, la Coupe du Monde c'est dans 6 ans et c'est hors de question de se faire ridiculiser à la maison. La fédération allemande doit agir et vite. Elle ne peut plus changer d'entraîneur ou miser sur les mauvais joueurs. Non, la fédé doit reconstruire tout un système. Un système avec de nouvelles fondations, une nouvelle mentalité, des méthodes et une grande philosophie. Le problème c'est qu'un projet pareil, ça prend du temps. Beaucoup de temps. Alors la DFB lance une énorme réforme, construire le plus de centres de formation possible à travers tout le pays. Le but est simple, trouver les meilleures pépites et les faire progresser le plus vite possible. Pour ça, ils recrutent aussi plus de 1000 entraîneurs à temps plein dont l'unique mission est de repérer ces talents. Au total, c'est plus de 600 000 jeunes qui vont être scrutés tous les ans et pour Jörg Daniel, le directeur du programme, cette ambition se résume en une phrase. Si le talent du siècle naît dans un minuscule village derrière les montagnes, désormais, on le trouvera. La DFB a donc maintenant des infrastructures, mais ça suffit pas. Alors elle va mettre en place une autre règle. Elle va voir les 36 clubs professionnels de Bundesliga et de Bundesliga 2 et elle leur dit: vous voulez votre licence professionnelle? Ok, pas de problème, vous créez un centre de formation et vous l'avez. Pas de centre de formation, pas de licence. Alors on va pas se mentir, le dilemme il est assez important. Un centre de formation ça coûte des millions à construire et à entretenir. Certains clubs n'ont pas forcément les moyens, mais d'un autre côté, ils ont pas les moyens non plus d'abandonner leur licence. Résultat, les 2 premières années, les clubs investissent 114 millions d'euros. Et en 10 ans, ce sera plus de 700 millions qui seront injectés dans la formation. C'est des montants énormes, mais très vite, ces réformes vont être rentabilisées. Car au début des années 2000, une nouvelle génération commence à émerger. On parle de Lahm, Schweinsteiger ou Klose. Puis avec les académies, c'est aussi les Mesut Özil, Thomas Müller ou Manuel Neuer qui vont apparaître. Des joueurs avec du talent qui sont mieux préparés que la génération d'avant et qui arrivent avec le couteau entre les dents. Leurs aînés viennent encore de rater l'Euro 2004 avec une sortie dès la phase de poule. Rudi Völler démissionne de son poste de coach et la DFB nomme Klinsmann pour le remplacer. Les petits jeunes ont donc le champ libre pour avoir du temps de jeu. Quant à Klinsmann, il va avoir besoin d'un bras droit pour l'aider. Alors il va prendre Joachim Löw, un mec pas trop connu à l'époque. Les deux se sont rencontrés quand ils passaient leur diplôme de coach
match. Donc la répartition des rôles se fait assez naturellement. Klinsmann va gérer le leadership, la communication et la dynamique de groupe. Quant à Löw, il s'occupera de la tactique sur le terrain. Et les premiers résultats, ils sont plutôt bons. Lors de la Coupe des Confédérations en 2005, l'Allemagne termine 3e. Et surtout, elle marque 15 buts en 5 matchs. Pour la première fois depuis des années, la Mannschaft joue vers l'avant. Elle attaque et elle presse haut. Elle se retrouve en totale rupture avec celle de la fin des années 90. Le problème, c'est qu'en coulisses, ça reste pas très serein. On est à quelques mois du mondial à domicile et l'Allemagne décide de jouer un amical contre l'Italie. Elle envoie donc son équipe type avec ses nouvelles pépites. La squadra azzurra, elle, débarque avec Pirlo, De Rossi ou Luca Toni et elle va bouffer la Mannschaft. Au bout d'une heure de jeu, il y a déjà 4-0 et le match se termine sur un 4-1 assez violent. À la fédération, c'est clairement la panique. Le projet qu'on construit depuis des années va peut-être se transformer en pétard mouillé. Et à domicile, on peut clairement pas se faire humilier. Alors, l'ancien président de la DFB, Theo Zwanziger, élabore un plan secret. Si pendant le tournoi ça tourne au fiasco, Klinsmann sautera et Matthias Sammer prendra sa place. Sauf que ce plan, il arrivera jamais. Parce que le mondial organisé en Allemagne va devenir le Sommermärchen, le conte de fées de l'été en français. Lors du match d'ouverture, l'Allemagne bat le Costa Rica, puis s'impose contre la Pologne et contre l'Équateur. Déjà, le premier objectif est assuré, le pays ne s'est pas fait humilier, et l'équipe va même faire bien mieux que ça. Elle écarte la Suède 2-0 en 8e, puis l'Argentine au tir au but. La Mannschaft, qu'on pensait en plein doute, se retrouve dans le dernier carré de sa Coupe du Monde. Alors certes, elle perd en demi contre l'Italie dans les toutes dernières secondes, mais elle termine quand même 3e avec une dernière victoire contre le Portugal. Et surtout, ce mondial ne donne pas de titre, mais il produit quelque chose de plus précieux pour le long terme. Une identité. Une identité de jeu d'abord, avec une équipe qui va vers l'avant, et des jeunes comme Lahm, Klose ou Podolski qui se sont révélés, et une identité sur le banc aussi, puisqu'à la fin du tournoi, Klinsmann s'en va. Il est épuisé, il part en héros, et il laisse la sélection dans les mains d'un mec qui connaît déjà tout, Joachim Löw. L'Allemand a vu ce que l'équipe était capable de produire, ses points forts et ses points faibles. Il a donc toutes les cartes en main pour continuer de la faire progresser. Et en parlant de jouer ses cartes intelligemment, j'ai justement un truc sur mon téléphone à vous montrer. Testar, c'est une application qui vous paye lorsque vous donnez votre avis sur des applications ou des jeux. L'inscription prend 30 secondes. Ensuite, vous choisissez un jeu qui vous intéresse, vous faites quelques tâches simples comme jouer quelques minutes ou répondre à un questionnaire et vous gagnez de l'argent. Moi par exemple, j'ai téléchargé ce jeu, j'y ai joué quelques minutes, donné mon avis et voilà mon solde juste après. C'est entièrement gratuit du début à la fin, il n'y a pas de frais cachés et là pas souvent de nouvelles tâches, donc vous serez jamais à court d'idées. Sur certains tests, vous pouvez monter jusqu'à 80 €, les paiements arrivent sous 24 heures direct par virement. L'application est notée 4,2 sur 5 sur Trustpilot avec plus de 22 millions d'utilisateurs, donc c'est du sérieux. Et si vous passez par mon lien ou le QR code qui s'affiche sur l'écran, vous récupérez 5 € offerts pour démarrer. C'est gratuit et ça vaut le coup d'essayer, donc n'oubliez pas le lien en description et en commentaire épinglé. Et sur ce, on a fini notre test et on peut revenir en Allemagne où Löw en a un gros à passer. Et il va plutôt bien le gérer, puisqu'avec lui, l'Allemagne améliore sa possession de balle, son pressing, ses jeux de passe et ses transitions. Le tout avec un réservoir de talent qui continue d'augmenter. Alors forcément, les résultats commencent à arriver. Pendant l'Euro 2008, l'Allemagne fait un très bon parcours. Elle bat la Turquie 3-2 en demi dans les dernières minutes et se retrouve contre l'Espagne en finale. Alors certes, ça se finit sur une défaite, mais les Allemands sont vraiment de retour. Ils ont enchaîné 2 derniers carrés d'affilée et ça va continuer. 2 ans plus tard au Mondial 2010 en Afrique du Sud, l'Allemagne joue peut-être son meilleur foot. En 8e, elle écrase l'Angleterre 4-1 avec le fameux but de Lampard refusé qui aurait permis aux Anglais d'égaliser. Puis en quart, elle tape l'Argentine 4-0 avec un but de Müller, un autre de Friedrich et un doublé de Klose. Une masterclass face à l'Albicedes de Maradona. Et à ce moment-là, tout le monde se dit que la Coupe du Monde, c'est pour l'Allemagne. Le problème, c'est qu'en demi, elle joue l'Espagne. Et sur une tête de Puyol, la Mannschaft se retrouve dehors. Elle se contente de la 3e place, comme en 2006, et peut se consoler avec le titre de meilleure équipe de l'année selon l'équipe. Mais clairement, les Allemands, ils en veulent plus, ils veulent enfin ramener un trophée. Alors en 2012, ils arrivent déterminés. Ils se qualifient pour l'Euro avec 10 victoires en 10 matchs, 34 buts marqués et seulement 7 encaissés. Puis en phase de groupe, ils gagnent contre le Portugal 1-0, contre les Pays-Bas 2-1 et contre le Danemark 2-1. En quart de finale, c'est une formalité contre les Grecs avec une victoire 4-2. Puis arrive la demi-finale contre l'Italie. Encore une fois, la Mannschaft part plutôt favorite. Et encore une fois, elle va se faire surprendre. Balotelli plante un doublé, fait une célébration iconique. L'Italie se qualifie et l'Allemagne se retrouve dehors. Et on va pas se mentir, à ce moment-là, Joachim, il commence à avoir chaud aux fesses. Son équipe est forte, solide, effrayante même par moments, mais elle n'arrive toujours pas à conclure. Les médias vont même lui coller une étiquette, l'équipe du presque. Et ça commence à agacer. Les Allemands sont redevenus une nation qui compte, mais la phrase « et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne »,
elle a du mal à se valider. Résultat, pour le mondial 2014 au Brésil, c'est le tournoi où tout doit converger. On en est à 15 ans depuis les premières réformes, 8 ans de règne de Löw, et toute la génération est au top avec Neuer, Hummels, Kroos ou Müller. Donc il faut enfin casser le plafond de verre et ça va plutôt bien démarrer. La Mannschaft commence par une fessée d'entrée contre le Portugal avec un 4-0, puis fait match nul 2-2 contre le Ghana et bat les États-Unis 1-0. En 8ème, elle joue peut-être le match le plus compliqué contre l'Algérie, mais Neuer se transforme en goal volant, l'Allemagne résiste et s'impose 2-1. Même constat en quart de finale contre la France. Face à la jeune équipe de Didier Deschamps, les Allemands se contentent d'une tête d'Hummels pour passer. Ça fait 4 demi-finales consécutives en Coupe du Monde, c'est un record et ça va pas être le seul record de ce mondial. Car en face pour cette demi, c'est le Brésil. C'est certes une sélection diminuée avec la blessure de Neymar et la suspension de Thiago Silva, mais ça reste le Brésil, à domicile, dans le pays du foot. Le truc, c'est qu'on va peut-être voir le match le plus fou de l'histoire. Müller ouvre le score à la 11ème, puis Klose enchaîne à la 23ème avec son 16e but en Coupe du Monde, et puis en 6 minutes, Kroos marque 2 fois et Khedira une fois. À la mi-temps, ça fait 5-0 pour l'Allemagne. Le stade ne répond plus, les supporters brésiliens pleurent en direct, et le pire, c'est qu'ils n'ont pas fini de passer à la sulfateuse. Jourleux ajoute 2 buts, Oscar sauve l'honneur, c'est un score final. C'est un tsunami, un traumatisme, une humiliation. Utilisez les termes que vous voulez, il y a tout le monde qui est choqué. Sauf les Allemands. Eux, ils sont tellement méchants qu'à la fin du match, ils célèbrent même pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est le trophée. Ça fait des années qu'ils courent après, et après un tel match, ils peuvent plus passer à côté. Alors le 13 juillet au Maracana, l'Allemagne affronte l'Argentine pour briser la malédiction. Le match est serré, accroché, les 90 premières minutes sont tendues, et à la 88e, Löw sort Klose et fait rentrer Mario Götze. Quelques minutes plus tard, à la 113e, il reçoit un centre de Jourleux, contrôle de la poitrine, frappe, 1-0. L'Allemagne est enfin championne du monde. Après des années de galère, de travail et d'échecs, la Mannschaft est enfin de retour sur le toit du monde. Joachim Löw, l'architecte de tout ce système, peut enfin savourer. Il a tout construit, tout enduré. Maintenant, c'est lui l'intouchable, c'est lui la référence mondiale. La DFB le prolonge jusqu'en 2018 et il est même élu meilleur entraîneur FIFA de l'année. Tout le monde se dit donc qu'il va rester encore un moment et c'est logique vu ce qu'il vient de réaliser. Sauf que rester après avoir tout gagné, c'est rarement une bonne idée. D'abord parce que la génération dorée, elle vieillit. Philipp Lahm prend sa retraite internationale après le titre, Per Mertesacker aussi, et Miroslav Klose pareil. Le cœur de l'équipe de 2014 disparaît petit à petit. Et les remplaçants qui arrivent n'ont pas encore l'expérience, la lecture de jeu ou le sang-froid de leurs aînés. Quant à Joachim, il change pas grand chose. Il reste fidèle à ses principes, prend quelques cadres et repart sur les mêmes bases. Résultat, à l'Euro 2016, l'Allemagne arrive dans la compétition une nouvelle fois avec l'étiquette de favorite. Le problème, c'est qu'elle est moins solide qu'avant. En quart de finale, elle passe à 2 doigts de sortir contre l'Italie. Il faut que Zaza envoie un drop sur la séance de tir au but pour voir la Mannschaft en demi. Puis contre la France, elle a 64% de possession, mais ça reste stérile. Elle se prend un but sur penalty, puis un autre en contre, à chaque fois signé Antoine Griezmann. Et c'est précisément ce problème-là, le manque de tranchant, qui va se répéter en boucle. Dans la presse allemande, les premières critiques commencent à arriver. On trouve Löw trop attentiste, sans solution et trop fidèle à certains joueurs. On le remet pas en question, loin de là, mais on s'attend à un peu plus de changement. Alors un an plus tard, Löw va commencer à les écouter. Pour la Coupe des Confédérations, il met au repos presque toute la génération championne du monde. Les Neuer, Boateng, Hummels, Özil ou Götze, ils restent tous chez eux. Et il envoie à la place quasiment que des nouvelles têtes, avec Kimmich, Goretzka, Draxler ou Werner. Au final, ça va payer puisqu'ils vont gagner le trophée en battant le Chili 1-0. Et surtout, ça envoie un message clair. Le vivier, il est toujours là et les résultats seront au rendez-vous. Alors c'est plutôt vrai sur le terrain, les joueurs qu'on a aperçus sont censés être la relève, mais en coulisses, la situation continue de glisser. Dans le vestiaire allemand, des petites tensions commencent à apparaître. Et à 2 mois du mondial, il y a carrément une vraie fissure causée par le gouvernement turc. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi je vous parle de la Turquie dans une vidéo sur l'Allemagne. Mais en fait, l'explication elle est assez simple. Le pays a une énorme diaspora turque. Özil et Gundogan ont des parents originaires de là-bas, ça tout le monde le sait. Le truc c'est qu'en 2016, la Turquie subit un coup d'état manqué. Suite à ça, Erdogan va resserrer les boulons dans tout le pays. Chose que ne va pas apprécier l'Allemagne, qui voit ça comme une dérive autoritaire. Les relations entre Berlin et Ankara sont donc tendues, et en pleine tournée électorale, Erdogan va recevoir Özil et Gundogan. Les trois se prennent en photo, le président poste ça sur ses réseaux sociaux et forcément,
ça va pas plaire à tout le monde. Le président de la DFB, Reinhard Grindel, réagit direct. Le football et la DFB défendent des valeurs que Monsieur Erdogan ne respecte pas suffisamment. C'est pourquoi il n'est pas bon que nos internationaux se laissent manipuler pour sa campagne électorale. Pendant le match de prépa juste après, les deux joueurs sont sifflés par tout le stade et ça va tellement loin que Mesut et Ilkay sont obligés de rencontrer le président allemand Steinmeier pour essayer de calmer les choses, mais ça change rien, l'ambiance reste tendue jusqu'au mondial et forcément, ça va se voir sur le terrain. Pour la première journée, l'Allemagne affronte le Mexique et le résultat, il est sans appel. Défaite 1-0 sur un but de Lozano, la Mannschaft n'a presque pas vu le jour, elle s'est fait bouffer dans l'intensité et dans la combativité, et surtout, pour la première fois depuis 82, elle perd son match d'ouverture d'une Coupe du Monde. Dos au mur, l'Allemagne doit donc gagner son deuxième match. Et ça démarre assez mal, puisqu'à la demi-heure de jeu, Toivonen ouvre le score. Heureusement, au retour des vestiaires, Marco Reus égalise, mais encore une fois, les Allemands sont ultra poussifs. Et pour ne rien arranger, Boateng se prend un rouge à la 82e. Avec un point en 2 matchs, l'Allemagne est quasiment dehors. Les minutes défilent, il reste quelques secondes à jouer et il y a un coup franc excentré à jouer. Reus et Kroos se préparent à tirer, ils combinent, Tony enroule le ballon, l'Allemagne est sauvée. Outre le fait que ce but est un banger absolu, non mais t'es mal à court du ballon, on se dit surtout que ça vient de déclencher quelque chose. Et on était vraiment naïf, parce qu'une semaine plus tard, elle doit gagner pour assurer sa qualif et elle affronte la Corée, qui elle est déjà éliminée. Normalement, ça doit le faire tranquille. Mais alors, tu sais pas trop comment, les Allemands vont archi dominer le match, mais ils vont finir par totalement craquer. D'abord, ils prennent un but à la 92e sur un cafouillage, puis Son termine le travail dans le but vide, l'Allemagne est éliminée. C'est un énorme séisme, puisqu'une nouvelle fois, la malédiction du champion du monde en titre a encore frappé. À la sortie des vestiaires, Hummels ne trouve pas les mots, Löw essaye de sauver ce qui peut l'être, mais clairement, c'est un désastre, et quelques jours plus tard, tout va même complètement exploser. Dans un communiqué, Mesut Özil annonce sa retraite internationale, et il va pas mâcher ses mots, surtout contre Grindel, le président de la DFB. Je ne tolérerai plus d'être le bouc émissaire de son incompétence et de son incapacité à faire correctement son travail. Aux yeux de Grindel et de ses soutiens, je suis allemand quand on gagne, mais je suis un immigré quand on perd. L'Allemagne, en plus d'avoir perdu, rentre dans un débat sociétal majeur autour des questions sur l'immigration, l'intégration ou le racisme. Des questions qui dépassent largement le cadre du football et qui vont faire réfléchir Joachim Löw. Est-ce qu'il doit partir? Est-ce que son projet est encore viable? Et surtout, est-ce que c'est toujours l'homme de la situation? Personne ne sait vraiment quoi répondre, mais une chose est sûre, lui, il reste. Son objectif est simple, laver l'affront. Alors il repart au boulot, fait quelques changements et résultat, c'est encore pire qu'avant. Pendant 6 mois, il va essayer d'agir, mais pendant 6 mois, l'Allemagne, elle est nulle. Elle joue la toute première édition de la Ligue des Nations, se retrouve dans un groupe avec la France et les Pays-Bas et finit dernière de la poule. Clairement, la Mannschaft est vraiment au fond du trou, le coach doit trouver une solution, sinon c'est bientôt la porte. Alors avec Oliver Bierhoff, ils vont trouver une solution, mais honnêtement, elle va pas être très bien accueillie, puisqu'il annonce en personne que Thomas Müller, Mats Hummels et Jérôme Boateng sont exclus de la sélection. On parle de 3 champions du monde, 3 joueurs en forme du Bayern et surtout 3 piliers du vestiaire. En Allemagne, c'est un choc pour tout le monde, personne ne s'attendait à ça, même le président du Bayern, Uli Hoeneß, est furieux, parce que pour lui, ça va plomber mentalement ces 3 joueurs pour la Bundesliga et la Ligue des Champions. Alors les 3 vont plutôt réagir sobrement, sans faire trop de vagues, mais après une telle décision, Joachim Löw a intérêt à avoir des résultats. Et les résultats, ils sont pas ouf, hein. L'Allemagne se qualifie pour l'Euro 2020 sans trop de soucis, mais sans vraiment briller non plus. Elle perd contre les Pays-Bas 4-2 à domicile et petit à petit, elle va continuer à se liquéfier. D'abord contre l'Espagne en Ligue des Nations, où elle se prend une claque 6-0. C'est simple, c'est la plus large défaite de son histoire. Puis ensuite contre la Macédoine du Nord, où elle s'incline 2-1 à domicile. On est à quelques mois de l'Euro et l'équipe ne ressemble plus à grand chose, n'est plus sûre de rien et n'a aucune garantie. Alors Löw se rend à l'évidence et annonce qu'il quittera son poste à la fin de l'Euro. Et avant de partir, il fait même un aveu d'échec en rappelant Thomas Müller et Mats Hummels. Dernière preuve qui démontre que les 2 années passées n'auront rien fait avancer. L'Euro 2021 sera donc le dernier acte du règne de Joachim Löw. Et quoi de mieux pour une dernière danse qu'un petit slow avec la mort, puisque l'Allemagne se retrouve dans un groupe avec la France, le Portugal et la Hongrie. Autant dire que la tâche s'annonce tendue et ça commence mal. L'équipe perd 1-0 contre la France avec un but contre son camp d'Hummels. Elle se ressaisit contre le Portugal avec une belle victoire 4-2, avant de concéder le nul contre la Hongrie dans le dernier match. À la fin de la phase de groupe, l'Allemagne est donc 2e et doit jouer contre l'Angleterre à Wembley. Pendant 70 minutes, le match est assez ouvert. L'Allemagne a des occasions et Müller a même un face-à-face contre Pickford, mais il le rate. Et derrière, Raheem Sterling ouvre le score, puis Harry Kane finit le travail en fin de match.
2-0 score final, Joachim Löw quitte la pelouse de Wembley pour la dernière fois comme sélectionneur. À 61 ans, il laisse la sélection dans un état assez préoccupant. Et son bilan, lui, il est donc à la fois immense et ambigu. Au total, il aura dirigé 198 matchs pour 125 victoires, 39 nuls et 34 défaites. C'est le sélectionneur le plus capé et le plus victorieux de l'histoire de la Mannschaft. Il part avec une Coupe du Monde, une Coupe des Confédérations, une finale d'Euro et 6 places dans le dernier carré. Sur le papier, c'est un compte-rendu monstrueux. Mais en réalité, les dernières années ont peu à peu abîmé ce qu'il avait créé. Son successeur, Hansi Flick, va même galérer à remettre l'Allemagne sur pied. Certains pensent qu'il aurait fallu le sortir plus tôt, après l'Euro 2016 notamment. D'autres, en revanche, considèrent qu'il devait effacer l'humiliation de 2018. Et lui, il est plutôt de cet avis. Dans une interview à Kicker en 2025, il est revenu sur cette période de manière assez lucide. L'élimination en phase de groupe en Russie était un coup dur, mais cette honte, Oliver Bierhoff et moi voulions l'effacer. Sauf que 2 ou 3 ans plus tard, j'ai compris que c'était en fait le bon moment de partir. J'aurais dû laisser la voie libre à quelqu'un qui arrive avec de nouvelles idées et qui coupe définitivement avec la génération dorée. Un aveu assez rare dans le monde du foot. Le mec a tout gagné, mais il sait reconnaître que pour sa sortie, il s'est un peu foiré. Et c'est peut-être cette lucidité qui explique ce qu'il fait depuis. Car après l'Euro 2021, il disparaît complètement des radars. Il ne reprend pas de club, ni même de sélection. Il a bien reçu plusieurs offres pour revenir, mais à chaque fois, il lui manquait cette étincelle. En mai dernier à Berlin, c'est lui qui a remis la Coupe d'Allemagne. Et à 66 ans, c'est maintenant peu probable qu'il revienne sur le bord d'un terrain. Ce qui reste de lui en Allemagne au final, c'est une image assez complexe. Il y a l'Allemagne qui se souvient du 7-1, du trophée de Rio et du geste de Götze. Et il y a l'autre Allemagne, celle qui se souvient du 2-0 contre la Corée, du 6-0 contre l'Espagne et de Müller, Hummels et Boateng, d'abord sortis puis rappelés 2 ans après. Et ces deux Allemagnes, au final, elles ont toutes les deux raison. Parce que Joachim Löw lui-même n'a jamais cherché à trancher. Il a préféré disparaître, quitter le terrain, le banc, refuser les offres et laisser ces deux images de lui pendant qu'il regarde tout ça de loin comme un simple témoin. Et voilà, c'était une petite vidéo sur la carrière de Joachim Löw et son règne avec l'Allemagne, j'espère qu'elle vous a plu. Alors pour vous, vous pensez qu'il aurait dû partir en 2018 ou au contraire qu'il avait le droit de tenter une reconstruction? Dites-moi tout ça en commentaire. Aussi comme d'hab, petit pouce bleu, petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Pour rappel, vous pouvez aller tester l'application Testar pour gagner de l'argent en testant des jeux. Vous avez toujours 5 € offerts avec mon lien en description ou en cliquant sur le QR code juste ici. Sinon, pour info, mes vidéos sont maintenant disponibles en podcast, donc pour ceux qui veulent écouter dans la voiture ou à la salle, vous pouvez y aller. Et aussi, petit rappel, si vous voulez suivre l'actu foot, chaque lundi matin j'envoie un mail qui résume toute l'actu de la semaine. Le lien est dans la description, c'est gratuit. Et sinon, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bisous.